Salut les slappeurs, slappeuses, rookies ou sophomores, ceux qui nous suivaient déjà depuis la saison dernière. C'est Sylvain, aka la NR Sylvain sur Twitter. On est très heureux de vous retrouver et de relancer les têtes à slap pour cette deuxième saison, ce premier épisode. À mes côtés pour cette émission de rentrée, je salue Philippe Biller, aka Hacha Philippe sur Twitter. Salut. Salut tout le monde. Je salue également Clément Vaillant, aka Clem 05000. Et bonjour à toutes et à tous. Salut au gars pensé, il y a également Pierre-Louis Hérault, aka PL05 qui est avec nous. Bonjour Sylvain, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et là, vous vous dites, il manque un mousquetaire. Eh bien oui, Nicolas ne fait plus partie de l'équipe. C'était notre 5e membre l'an dernier. On va vous expliquer rapidement avant de vous faire partager le nouveau concept des têtes à slap. Nico souhaitait continuer avec nous, mais on lui a demandé du côté d'Hockey Hebdo de choisir entre eux en fait et les têtes à slap, estimant qu'on était en concurrence avec l'émission qui s'appelle le 4e tiers. Donc voilà, on trouve ça un peu dommage. On était plutôt content d'avoir des représentants d'Hockey Archive et d'Hockey Hebdo dans l'émission, mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Et modestement, on se satisfait aux têtes à slap à titre collectif de chaque initiative qui tente de valoriser le hockey sur glace. Et on continuera sur cette ligne, bien entendu. Je pense qu'on est d'accord, les gars. On est d'accord. C'est quand même très dommage d'arriver à ces situations-là où on est obligé de se diviser, alors qu'on devrait plutôt unir nos forces pour médiatiser le hockey français. Mais bon, ça c'est les égos surdimensionnés de certains qui sont à l'origine de ces problèmes. Bon, voilà, ce qui compte, c'est on est tous des passionnés, on y passe du temps, on y met de l'énergie, ça nous rapporte rien, donc voilà, on a juste envie que le hockey sur glace soit médiatisé, qu'on puisse en discuter entre nous, donc voilà, entre passionnés, donc j'espère que ça sera cette ligne-là qui sera suivie à l'avenir. Bon, alors je vais vous présenter maintenant le nouveau concept. On a un petit peu fait bouger les lignes cette année pour cette saison 2 des têtes à slap. Donc cette saison, on aura en fait 3 périodes, comme 3 tiers-temps toujours, avec en fait 3 débats de 15 minutes qui concerneront un sujet d'actualité ou un sujet de fond du hockey français, mais aussi du hockey international. Donc voilà, l'idée c'est de se détacher un peu des tableaux, des chiffres, des classements, etc. pour être vraiment dans le débat un maximum, et puis d'avoir une émission un peu moins longue aussi, qui soit plus facile à écouter pour vous tous. Et on va essayer aussi d'être en dialogue le plus possible avec vous, puisque vous serez sollicité en fait dès la 2e émission, enfin un peu avant la 2e émission évidemment, pour choisir entre plusieurs propositions le thème de l'un des débats qu'on aura. Donc voilà, on en choisira 2 entre nous, entre l'équipe, et le dernier ce sera à vous de choisir entre plusieurs propositions. Et puis en plus de ça, on essaiera de vous proposer des invités le plus souvent possible dans l'émission, comme on l'a fait l'an dernier quelques fois, et puis du contenu aussi en dehors du cadre pur de l'émission, voilà, des interviews, etc. qu'on publiera ou qu'on partagera avec vous sur Facebook. Donc voilà, je suis très content de lancer ce top pour l'émission 1 de la saison 2. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le premier débat du soir qui va concerner la médiatisation de la Magnus, débat qui a agité un petit peu le petit monde du hockey sur glace. Donc Clément, c'est toi qui vas nous expliquer déjà ce que propose en fait comme service le groupe L'équipe qui s'est associé avec la Fédération française de hockey. Et oui, tout à fait. Donc on va, avant d'en débattre de ce sujet sur la médiatisation du hockey, on va revenir sur l'actualité riche de ces dernières semaines, avec notamment ce fameux accord signé entre l'équipe et la Ligue Magnus. Donc un accord à plusieurs volets. Tout d'abord, il y a l'accord concernant la Ligue Magnus et la diffusion des matchs de Ligue Magnus en direct sur le site l'équipe.fr. Donc pour une somme, je crois que c'est 24,99 € par an. On a le droit à 26 matchs de hockey, donc un match par semaine. Donc un webcast payant, alors qu'on avait des webcasts gratuits, plusieurs webcasts gratuits auparavant. On en discutera plus tard. Par la suite, l'équipe a négocié un accord concernant la diffusion des Winter Games, des matchs amicaux de l'équipe de France durant la tournée en décembre, et la finale de la Coupe de France et Ligue Magnus. Donc ça sera diffusé, tous ces matchs-là seront diffusés sur l'équipe 21, la TNT, diffusera du hockey sur glace. Donc ça, c'est un bon point. Donc du coup et du compte sur cet accord, au-delà de ça, quel avenir pour la Ligue Magnus dans les médias français? C'est le sujet de ce premier débat des têtes à slap, saison 2, épisode 1. Donc, ouais, Pierre-Louis, Philippe, vous avez une réaction par rapport à ça? C'est quoi votre première impression? Déjà, on peut parler du test en fait grandeur nature qui était gratuit pour tout le monde, et on a pu constater que c'était pas vraiment très bien en place cette affaire. Non, mais déjà, avant de parler du concept en lui-même, on pourra déplorer la communication le truc, c'est arrivé un peu comme ça, cheveux sur la soupe, les différents diffuseurs locaux qui ont été prévenus au dernier moment, ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour condamner, pour dire que c'est très dommageable.
Après, moi, sur l'accord en lui-même, moi, je trouve que c'est une bonne chose. De toute manière, on peut pas se priver. On peut pas dire non à l'équipe. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'inviter un membre de la fédération pour savoir comment se sont déroulées exactement ces discussions. Mais si l'équipe arrive et Est-ce dit qu'il y a eu je des suis d'accord. discussions déjà? Comment? Est-ce qu'il y a eu des discussions déjà? Parce qu'on a appris l'accord à 3 jours du Non, début mais de Magnus et à la aucun Coupe de club est France, au courant. à la Coupe de France tardif pendant la conférence de presse, elle avait parlé que la fédération était en discussion avec un groupe majeur Oui, mais est-ce que des les clubs médias ont été français. concertés? Moi, ce qui m'inquiète, c'est Ouais, que c'est j'ai plutôt pas ça, l'impression c'est qu'il y a eu de la qui a été, communication auprès des clubs. Non, mais les clubs, on leur a dit, je sais pas, une semaine avant, on a plus ou moins dû leur dire, bon, écoutez, on a signé ça, vous êtes d'accord? Ils ont dit oui ou non, mais bon, voilà, quoi. Ça va être plus ou moins ça, hein. Mais de toute façon, Bien. est-ce que le club peut vraiment dire oui ou non? Parce que, Ouais. à savoir que quand qui diffusait avec Normandie TV comptait arrêter cette saison parce que ça leur coûtait trop cher, même si il y a eu finalement ils ont diffusé un match de coupe de France là mardi dernier contre Rouen, que Grenoble avec Télé Grenoble pensait pas forcément continuer l'accord, en tout cas ils y réfléchissaient sérieusement. Non, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a plusieurs clubs qui vont être pénalisés en temps de médiatisation, notamment Épinal qui maintenant se retrouve blackouté, hein, si je puis dire, puisque avant Roche TV diffusait les matchs en rediffusion, maintenant il n'y a plus rien. Pareil pour Chamonix qui va avoir peut-être 2 matchs dans la saison de Ouais, ils en ont diffusés. déjà un et un autre. C'est un peu une catastrophe. Hein. Ouais, c'est un peu Je une pense que le catastrophe. problème, il est ailleurs. Là, à mon avis, on se trompe de route dans ce que tu C'est racontes. pas sur la Clément, quantité, parce que c'est sur la qualité qu'il faut voir. qu'est-ce Non, que pas veut la d'accord. Fédération française de hockey? À mon avis, la Fédé, elle veut présenter son produit, le faire découvrir à de nouvelles personnes. Quand tu vas avoir un match sur Bosch TV, sur iScore TV, sur TV Grenoble, c'est des gens initiés qui savent qu'il y a ces retransmissions qui vont les regarder. Ou qui Bah, sont dans d'autres villes, ou pas forcément à Grenoble ou à Épinal. La Ouais. Fédé, elle, ce qu'elle va chercher à faire, c'est attirer un nouveau public. Donc là, avec cet accord, tu vas avoir des matchs sur l'équipe 21 qui est reçu dans de nombreux foyers en France. T'as eu des campagnes de pub à la radio, sur des grandes radios, des grands groupes comme RMC, RTL. entre autres. T'as eu Sur le des site affichages internet. en ville. Ça, c'est exactement ce que veut la Fédé, à mon avis. Quand t'es sur les chaînes locales, c'est sûr que c'est frustrant pour ceux qui avaient cette habitude, mais c'était de la médiatisation, j'ai envie de dire, en vase clos. Parce que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir attirer des nouvelles personnes. Ouais, à mon avis, Philippe, il y avait peut-être en fait le problème, c'est qu'est-ce que chacun apporte dans la discussion qu'ils ont pu avoir. Mais il y avait sûrement un système à trouver pour pas trop frustrer les fans locaux des clubs qui se retrouvent sans image et en même temps valoriser le produit réalisé avec l'équipe en fait. Quoi. Peut-être, je sais qu'en foot notamment, par exemple, les télés locales, elles peuvent avoir le droit de diffuser un match, pas évidemment en direct, mais en décalé, si elles font un magazine en fait de minimum 45 minutes sur le hockey sur glace quoi. À côté de ça, tu vois, ça peut être un moyen de discuter avec les clubs et de dire voilà, si vous avez une chaîne de télé qui peut vous couvrir vos matchs ou si vous pouvez vous-même les faire couvrir en interne en fait au sein du club par votre responsable de communication ou je ne sais qui, on vous autorise à le faire, pas en direct mais à côté de ça pour avoir une offre plus élargie quoi. Là le truc c'est vrai qu'on se retrouve avec un seul match par journée. Il y a eu quand même des gros problèmes techniques au départ. C'est vrai que c'est un peu raide comme départ quoi. Oui, Non, mais mais le problème technique, ça c'est normal. Au qu'on début, soit- même Beansport au début, ils avaient plein de problèmes. Donc, ça on peut pas trop. Enfin, je comprends que les gens ça les agace, mais tu peux pas en vouloir vraiment sur des problèmes techniques initiaux. Non, mais concernant cet accord, qu'on soit clair, moi je pense que c'est une période de transition avant l'arrivée de tous les matchs sur l'équipe 21. Donc c'est clair que la période de transition elle est indispensable, mais on aurait pu la faire autrement. C'est-à-dire que clairement là on pénalise les clubs avec cette exclusivité et je pense que c'était pas nécessaire. On aurait Moi, pu je le faire vois autrement. Ils sont pas tant pénalisés que ça. Hein. Parce que je suis désolé, mais bon. De toute façon, la Fédé, elle est pas là pour privilégier un club, elle est déjà pour privilégier l'intérêt général. Faut bien voir ça. Le but, c'est que le hockey français, bah, on va pas dire que ça devient le sport numéro 1, mais qu'au moins les gens sachent qu'il y a du hockey en France. Il y a une Tu peux perspective le à pratiquer, 2017. tu peux le participer, tu peux y participer dans telle ville, telle ville, telle ville. C'est tout. Dans 4 ans, Et on a le qu'on a championnat un du monde en produit de France. Il qualité faut également. Enfin, préparer voilà. le grand public aussi à ça. Ouais, c'est vrai. En parlant des clubs qui sont pénalisés, il faut savoir qu'il y a un club comme Morzine Voria, je vais prendre l'exemple des Pingouins. Eux, ils sont en proie à des grandes difficultés financières actuellement. Ils avaient compté cette année de relancer leur diffusion sur Internet et dans leur guide de partenariat cette année, ils proposaient pour 800 € une présence sur le live.
Et donc, à cause de cet accord avec l'équipe, les Penguins de Morzing n'ont pas pu mettre en place cet accord qui aurait rapporté énormément d'argent, enfin de l'argent important en tout cas pour ces Penguins qui sont quand même en proie à des difficultés financières. Et on sait que dans les clubs, 800 euros par soirée, ce n'est pas de refus. Donc c'est vrai que là, c'est quand même, moi personnellement, j'en ai quand même vraiment beaucoup. Hein. Je suis très en colère à propos de la fédération. Déjà sur des questions de communication, parce que faut savoir que avec Pierre-Louis, on gère le Rapace Live, la web TV des Rapaces. On s'est occupé d'appeler de contacter la fédération dès l'arrivée de cet accord. Donc on a appelé le directeur technique national, on a contacté par mail le directeur technique national monsieur Robert, directeur général. Exactement, ouais. qui nous a répondu une première fois. On a échangé quelques mails, on lui a fait une offre entre guillemets pour être intégré au service. Voilà, exactement. On va la rendre publique celle-là bientôt. Mais on a fait une offre pour être adhéré, pour exister au service, pour continuer à diffuser, pour que les rapaces ne soient pas pénalisés. Et ils ne nous ont jamais répondu. Pierre-Louis, je crois que tu as renvoyé 3 fois des mails. Si, il a répondu une fois, mais après il a dit que c'était intéressant. Fois, mais depuis, ils ne nous ont jamais répondu concernant l'offre, et ça fait maintenant 3 semaines que ça dure. Alors la communication est déplorable, c'est inadmissible, c'est indigne d'une fédération quand même de hockey sur glace, c'est une fédération professionnelle. Alors moi je suis vraiment choqué et j'attends des réponses de la part des dirigeants qui n'ont pas un comportement exemplaire sur cette situation. Tu as peut-être dit le mot qui peut fâcher aussi, mais je veux dire quelque part on a affaire entre guillemets à des amateurs, même éclairés comme vous qui participez à des initiatives comme ça, qui sont face à des pros comme le groupe L'équipe, comme est censé l'être la Fédé. Est-ce que excuse-moi, tu vois ce que je veux dire Sylvain, la diffusion de l'équipe actuellement, c'est absolument ridicule. Enfin, je te dis, une télévision, une boîte de télévision banale fait 3 fois mieux que ce que fait l'équipe actuellement. J'ai regardé les plusieurs un truc près, c'est quand même la qualité des commentaires est quand même présente et pas partisane, ce qui est quand même intéressant. Oui, la qualité des commentaires, c'est vrai, elle est excellente, exceptionnelle d'ailleurs. Mais concernant la réalisation, moi, c'est ce qui m'intéresse. La réalisation, c'est quand même catastrophique pour un groupe comme l'équipe qui aurait dû préparer. Et ils ont été pris à court, ils ont rien préparé à l'avance. C'est vraiment amateur. On a l'impression que c'est une web télévision. Ça a locale. Sûrement été lancé un peu vite, ouais. Ça. Et même encore, quand on regardait les lives sur Chamonix, le iScore TV, d'ailleurs, je salue cette initiative chamonniarde, était absolument fantastique. On avait une multicaméra, en bord de glace, on avait les interviews à la fin de chaque tir. Enfin, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à ce live? Et d'ailleurs, ça a été fait avec une manière. Mais il n'a rien été reproché. Mais si, on les a jetés à la porte du jour au lendemain, c'est inadmissible. C'est un manque de respect pour les clubs et le manque de communication. Mais ça, on a un problème de communication. Ouais. Là, c'est plus le problème de communication que l'accord en lui-même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils existaient dans un vide qui n'était pas pris par un média. À partir du moment où un média, si, tu vois, je veux dire, je suis d'accord avec toi sur le fait que si ça avait été communiqué en amont, qu'on avait laissé au club le soin de s'organiser ou de proposer autre chose, ça aurait été intéressant. Mais là, c'est vrai que quand t'as affaire à une négociation comme ça aurait pu l'être avec Canal, avec Bein ou je ne sais quel autre opérateur qui aurait décidé de s'intégrer. Là, on change complètement de dimension. Parlons-en de Canal. Il faut savoir que Canal+, voilà justement, on avait des accords avec Canal+, les web télévisions. On avait un accord entre guillemets tacite, plus ou moins, qui nous autorisait à diffuser les matchs où Canal+, le groupe Canal+, n'était pas présent dans les patinoires. Ouais, mais bon, comme Canal n'était jamais là. Pour l'anecdote, il faut savoir que Canal+ était très intéressé par le web streaming, et d'ailleurs le fondateur de la télévision de la web télévision de Grenoble, Amarok TV, avait été invité dans les bureaux à Paris de Canal+ pour discuter de cette initiative. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et Canal+ était conscient que on ne devait pas, pour le bien du hockey, on ne devait pas empêcher les web diffusions, malgré les diffusions certes limitées, mais existantes. Mais moi je pense que si tu veux, le problème, à mon avis, le problème c'est qu'on ne sait pas encore où l'équipe veut aller avec ça et qu'est-ce qu'ils ont comme projet avec la Fédé à terme, parce que en l'état actuel on peut pas se satisfaire de ce qui est proposé là, c'est trop peu par rapport à l'offre qui était existante avant, même si c'était fait sporadiquement par des médias locaux, c'était quand même beaucoup plus complet, etc. Donc on peut pas s'en satisfaire en l'état. Après, s'ils vont vers quelque chose de plus qualitatif, etc., on en sera tous très heureux. Faudrait savoir un peu où ils vont, parce que moi par exemple ce que je trouve dommage en l'état, s'ils veulent un peu continuer sur cette forme là, c'est de pas pouvoir se servir, justement, autoriser les clubs localement ou les télés locales à filmer les matchs, à les diffuser non pas en direct mais en différé, pour dire quand même que voilà, ça a un coût, quoi, et de les diffuser en différé et de se servir de ces images là pour faire une petite émission même courte autour du hockey sur l'équipe 21, quoi,
avec les images, avec tous les buts des matchs, etc. quoi. Un petit truc, un petit résumé qui serait du coup là une offre beaucoup plus intéressante déjà, je trouve. Parce que pour l'instant, le service l'équipe est vraiment pas fiable et on l'a vu notamment sur le site. Il y a même pas les résultats sur, même pas les analyses, les résultats sur le site l'équipe.fr, c'est pas mis à jour. Enfin, franchement, il y a une grande déception. Je pense que dans la planète hockey, là, on est vraiment déçus de ce qui se passe actuellement. Après, moi, je pense le noyau de cet accord, ça va quand même mettre ce qui va se passer sur l'équipe 21. Parce que avant, on était sur Sport Plus. Sport Plus, c'est une chaîne payante que pas forcément grand monde avait. C'est pas parce que ils en faisaient pas à la maison qu'on a cette chaîne. Il passait la finale de la Coupe de France presque systématiquement en différé. Il passait la finale de la Ligue Magnus au bout du 4e match, décisif, pas toujours en direct. L'équipe 21, c'est une chaîne gratuite qui est accessible à déjà beaucoup plus de personnes, même si c'est pas encore accessible à tous par la TNT. Ils vont passer la finale de la Coupe de France, la finale de la Ligue Magnus, quelques matchs de l'équipe de France en amicaux, le Winter Game. Donc sous réserve d'une bonne réalisation, ça peut être très intéressant. Ouais, ce qui manque, je sais pas si t'es d'accord, Philippe, c'est une petite émission, même courte, qui revienne un peu sur l'actu de la Magnus, et puis effectivement que le site l'équipe.fr soit bien mis à jour, soit sympa et donne envie d'aller voir ce qui se passe du côté du hockey aussi, quoi. Ce qui est d'autant plus bizarre avec le site de l'équipe.fr, c'est qu'il y a quand même Yann Ilvain qui était toujours très au fait des choses sur le hockey, qui, je ne sais pas si c'est plus lui qui s'occupe du hockey du coup au niveau de l'équipe, mais le problème, je sais pas. Là, je regarde le classement, ils sont quand même à jour là. Ouais. Non, mais il faut savoir que la plupart des médias de ce type fonctionnent avec une équipe dédiée pour le web, et que les journalistes qui le traitent pour le papier n'ont aucun rapport avec ça, quoi. Et ne communiquent. Je sais. Non, Yann, il postait des articles sur le site, en tout cas. Il avait même son blog, à un moment qu'il a jamais vraiment. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je déplore dans ce projet, c'est pas la partie de l'équipe 21 qui est vraiment intéressante pour la suite du hockey français. C'est cette transition mal négociée par la fédération et par l'équipe.fr qui met à mal le hockey français à une période charnière, alors qu'on approche des championnats du monde. Et oui, c'est clairement ça. Ouais. Mais donc du coup, c'est plutôt pas l'équipe qui serait responsable de ça, c'est plutôt ce que la Fédé a pu voir au niveau des clubs, etc., quoi. Oui, non, l'initiative de l'équipe, elle est très bonne. Moi, j'ai hâte de voir les matchs sur l'équipe 21. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voir les matchs gratuitement, enfin, sur une chaîne. Et puis, sachant on connaît les audiences de Sport Plus, pour la finale de la Coupe de France, c'était vraiment très faible. Là, il y aura sûrement une meilleure visibilité pour le hockey français, et c'est tant mieux, on peut que satisfaire, donc, c'est très bien pour la suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a matière, mais voilà, on demande à voir. On est un peu, on en attendait beaucoup quand même, peut-être un peu trop aussi, en tant que passionné. Donc, faudra voir ce que les prochaines années. Mais tout est question de communication. Dans le hockey, de toute façon, c'est le mot général du hockey, c'est la communication. C'est trop disparate d'un club à l'autre. Il y a juste à voir l'architecture des sites internet, et ça se retrouve jusqu'à la fédération internet. On peut aussi parler du site internet qui est quand même assez décrié. Tout est dans la communication, et le jour où on améliorera notre communication, ça ira mieux. Et oui, et la sirène, les amis, on était presque parfait sur le petit quart d'heure, en fait. C'est quasiment tombé impeccable sur le débat, et puis du coup, on peut suivre ça évidemment sur Facebook, sur Twitter. Dis-moi tout. Si on pouvait juste ajouter un mot concernant les championnats du monde, ils seront quand même diffusés sur le groupe Canal+, donc juste pour préciser ça. Oui, tu fais bien, parce que quand on parle de la médiatisation, on parle du coup encore un peu de Canal+, même si c'est que pour ça. Exactement. D'accord. Tout n'est pas fini pour Canal+. Ouais, mais même s'il y aurait beaucoup à dire sur la diffusion du hockey de manière générale, y compris de la NHL. Mais bon, voilà, le débat est terminé. Ce sera peut-être l'objet de nouvelles discussions, et puis évidemment on prolonge ça sur Facebook, sur Twitter avec vous si vous avez envie de nous partager votre avis et de nous donner d'autres éléments. Sur le débat numéro 2, on va passer complètement de l'autre côté à la NHL. Il n'y a pas de problème de médiatisation du côté de la NHL, et on va parler de Patrick Roy et de Colorado. C'est un début en fanfare, des stats inattendus presque pour l'Avalanche. Pierre-Louis, parle-nous de cette hype incroyable autour de Patrick Roy et de l'Avalanche. Oui. Bon, concernant les problèmes de médiatisation en NHL, on peut en parler aussi. Il y a certaines villes où c'est pas le top, mais bon. Donc oui, Patrick Roy qui est l'une des stars du hockey que tout le monde connaît ici, le gardien star, le gardien vedette, qui a pris récemment les rênes de son ancien club, d'un de ses anciens clubs, qui est les Colorado Avalanche, un club qui était à la cave, donc c'est-à-dire dans les derniers depuis quelques années déjà, qui végétait, qui n'allait plus nulle part. 3 ans sans faire les playoffs, c'est ça? Oui, je crois. C'est ça, et le public qui se vidait.
Et donc le génie, le Messi, Patrick Roy arrive, et les voilà donc après 9 matchs en tête de la division centrale, donc leur nouvelle division, où il y a notamment les Chicago ou Saint-Louis, donc c'est quand même pas rien. Et surtout, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont 8 victoires et une seule petite défaite. Et mais vous allez me dire, oui, mais ils ont affronté Florida ou Dallas, les autres équipes de la cave, mais pas du tout. Donc il y a certes Nashville ou Dallas, mais ils ont aussi affronté Toronto, Boston ou Washington chez eux, Pittsburgh chez eux, et ces matchs sont tous soldés par une victoire. Donc un blanchissage contre Pittsburgh ce dernier lundi, 1-0, ce n'est pas rien. Donc d'ailleurs ce blanchissage qui nous amène naturellement à parler des gardiens. Il y a eu un blanchissage un peu plus tôt contre juste Boston avant, 2-0. ouais, exact, juste avant pour signaler que en fait il y a juste San José qui fait mieux, qui a exactement le même bilan, mais sauf qu'ils ont perdu en prolongation. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Toujours très fort en début de saison. Et donc oui, les gardiens qui sont une première explication à ce départ Tony Truant. Donc on pourrait déjà voir le symbole est beau quand même. Patrick Roy qui arrive. Patrick Roy, voilà. Ça leur fait 2 coachs gardiens en gros. Avec un Jean-Sébastien Guiguer, donc qui est le gardien numéro 2, qui a fait 3 matchs, qui compile des statistiques un pourcentage d'arrêt de 98%. Varlamov, le numéro 1 attitré, qui a 95%. En 6 matchs disputés. En 6 matchs, c'est ça. Donc c'est assez impressionnant, et on peut dire une défense qui est quand même pas top, hein. On va pas se mentir, hein. Les défenseurs qui sont quand même pas au top, donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va durer? Je pense que on sait tous que non. Hein. Ce qui est étonnant, c'est il y a beaucoup de chiffres quand même qui sont pas exceptionnels quoi. C'est la 9e équipe au nombre de buts par match marqués, loin derrière powerplay, je crois. Ouais, ils sont 8e 22%, powerplay, je crois. Donc c'est honorable mais... Et malgré tout ça, Patrick Roy a quand même égalé le record de Mario Tremblay. C'est ça. Avec 6 victoires à ses 6 premiers matchs dans la Ligue nationale, un record qui datait de 95-96. Ouais. Pour l'anecdote, c'est l'année où Patrick Roy a quitté les Canadiens de Montréal. Ouais, exact. Et l'entraîneur de l'équipe à l'époque était celui qui avait ce record aussi de 6 matchs. C'est ça qui est assez marrant dans l'affaire. Et je crois que s'il avait gagné son 7e match, il aurait battu le record de la franchise de nombre de matchs gagnés en début de saison. Le meilleur départ. Enfin, égalé, pardon, qui était de 7 matchs. Voilà. Et puis avec des chiffres étonnants, ils sont 20e au nombre de shoots par match, par exemple. Ils sont, ça paraît fou, hein, ils sont 19e au face-off. En fait, ce qui les tient aujourd'hui, c'est moitié, quoi. C'est les gardiens et puis le peu de buts qu'ils encaissent par match, non? Alors, l'effectif n'a pas été profondément modifié par rapport à la saison passée et il semblerait qu'il applique quand même un nouveau système de jeu qui prône une grosse rigueur défensive et apparemment ça paye. Ouais, 1,33 buts encaissés par match, c'est mieux que Boston 1,50 et San José 1,67. Dans les stats, quasiment toutes, San José est vraiment très très fort en ce début de saison. Mieux que Colorado, mais par contre on s'y attendait beaucoup plus, quoi. Oui. Ce qu'on peut aussi noter sur la défense, c'est qu'il y a qu'un seul défenseur qui n'a pas encore pointé. Et ce défenseur, c'est Ryan Wilson qui avait connu une blessure en pré-saison. Donc chaque défenseur a pointé, et quand vous avez un mec comme André Benoît, qui est un ancien défenseur d'Ottawa, qui était le numéro 7 en gros l'an dernier. Aujourd'hui, c'est un top 6 de Colorado. Ça montre quand même, il y a quand même une certaine différence de niveau. C'est quand même pas un top défenseur, même un top 7, ça va, mais un top 6, c'est quand même assez étrange. Et de les voir résister de la sorte, ça pose des questions. Donc, est-ce que ça peut durer quand on encaisse, ils encaissent par 34 tirs par match, à peu près. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ça peut pas durer avec des défenseurs comme Benoît, sur la durée, ça peut pas durer. Ce qui est étonnant, c'est que cette défense, là, qui est actuellement la meilleure de la NHL, elle est constituée de défenseurs qui sont plutôt des joueurs de l'ombre, hein, excepté Ted Johnson. Et du coup, là, on a 12 buts encaissés en 9 matchs. Et alors, donc là, on en arrive à la question des gardiens. Les 2 gardiens qui connaissent un début de saison absolument incroyable. Avec Varlamov, mais surtout Jiger, là, qui fait 2 shootouts, donc 2 blanchissages en 3 sorties. Ouais, contre les Pels, notamment, là, ça a fait grand bruit. C'était beau. Et du coup, moi, j'ai peut-être une explication à ça. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a le retour de l'entraîneur des gardiens, François Allaire, qui était en Ligue junior majeure, non, du Québec, là. Je crois il était à Toronto. Il était à Toronto, ouais. D'accord, ok. Et en fait,
il a entraîné le gardien Digger durant ses années Anaheim. chez les Ducks à Anaheim. Mhm. C'est là où il a gagné sa Stanley d'ailleurs. Et pour l'anecdote, cet entraîneur des gardiens est celui qui avait entraîné Patrick Roy durant ses saisons au Canadien de Montréal. Et du coup, on a peut-être l'explication là, un retour dans force des gardiens à Colorado. Ah, c'est un des entraîneurs de gardiens les plus réputés Ouais. Oui. Et gardien Ouais, du du monde temps. du hockey. Non, mais de toute façon, ils ont deux goals, ils ont deux coachs de goal à Colorado. Parce que Patrick Roy en coach, quand t'es gardien, ça ne peut que te motiver à te surpasser. Mais après, Patrick Roy aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a, au-delà d'un nouveau système, il a insufflé une C'est nouvelle surtout le énergie. caractère. Ouais. Ouais, c'est ça, on sait que c'est un gagnant. Il a gagné partout où il est allé, Patrick Roy. C'est au-delà de son aspect marketing qui remplit les patinoires et de son impulsivité qu'on a pu voir d'ailleurs dès les premiers matchs. Le premier match Notamment le pas. premier. contre n'est-ce les pas Ducks, ouais. Où il a failli en Oui, venir aux donc mains là avec forcément, Bruce Boudreau. voilà, quand vous avez Patrick Roy comme coach, un coach qui se donne à fond, quand vous avez quelqu'un qui vous demande de vous donner à fond et que vous voyez que lui-même se donne à fond, forcément, vous vous donnez à fond, c'est mathématique. D'ailleurs, il y en a un Ça- qui se ça donne vraiment réconcilie à un fond, vestiaire, ça. c'est le défenseur Downey qui est le deuxième le plus pénalisé de la NHL, avec 36 minutes. Mm. Et vous savez qui est le premier? Antoine Roussel, non? Cocorico, Antoine Roussel, pénalité, ouais. 43 minutes. Allez, Ouais, ça fait Et- plaisir. Et à noter que Colorado a aussi le 9e joueur le plus pénalisé, ils ont 2 joueurs dans les 10. Ils sont loin d'avoir 2 joueurs dans les 10 meilleurs pointeurs, etc. Mais ils ont 2 les plus pénalisés. Dans les 10, ils ont McLeod aussi, qui est à 27 minutes. Ouais, c'est à l'image de leur coach. Donc Je ça doit pense être une des ouais, clés aussi. équipe Oui. intimidante, quoi. Ouais, Une des clés, c'est que Patrick Roy, il a pu vraiment, à défaut de modifier beaucoup l'effectif, bon, le directeur général, c'est Joe Sakic, qui est une autre légende de Ouais. cette franchise, qu'il a fait venir. Il a pu placer ses pions en dehors de la glace. Oui. Donc, c'est-à-dire que Patrick Roy, Le qui est staff. québécois, qui a fait venir, donc, comme on l'a dit, François Allaire, qui est québécois aussi. Il a fait venir un entraîneur assistant, Marc-André Tourigny, Mhm. qui était entraîneur réputé dans le junior majeur québécois. Ouais, c'est ça. Il entraînait C'est lui que je dans pensais tout à l'heure, l'Abitibi exact. à Rouen-Noranda. Il a fait venir notamment aussi Mario Duhamel, qui était l'entraîneur chef de Drummondville aussi dans le junior majeur. En Et fait, qu'il a il fait a siphonné la ligue junior majeure de tous ses Ah oui. bons, hein. Et il a C'est fait d'ailleurs, venir des gens de il y a une staff grosse qui étaient dans le baisse junior d'affluence en majeur, qui junior n'ont pas majeur. forcément travaillé en professionnel. Mais Et ça donne une autour bonne de ça, image il a d'ailleurs mis- du junior majeur en passant. Mm. C'est quand même c'est intéressant à ce niveau-là. C'est vrai qu'avec Ouais. McKinnon en plus en attaque, on ne peut que se régaler de la junior majeure en ce moment. C'est vraiment la publicité gratuite. Hein. Ouais, et puis il y McKinnon, a d'ailleurs qui insuffle une bonne dynamique. Hein, il est sur le 3e trio. En powerplay, il est avec Landeskog, il me semble. Non, Landeskog, ouais, sur le second trio. Du coup, c'est vrai que Ouais, avec- il est vraiment performant pour l'instant. On attend pas mal de choses de lui. Pour sa première saison, c'est clair que ça va pas être non plus une saison à 1 point par match, mais bon, pour l'instant, il est bien dans le rythme et ça va être intéressant de le suivre pour la suite. Et d'autant plus que coaché par Patrick Roy, donc il le connaît bien puisqu'ils se sont pas mal rencontrés en LHJMQ, ça promet beaucoup pour la suite. C'est le premier choix de la dernière draft, hein, pour Exact. ceux qui sont pas au courant, Nathan McKinnon, qui vient du même village que Sidney Crosby d'ailleurs. Et pour Ouais. être tout à fait complet sur McKinnon, il a un but et 6 passes sur ses 9 premiers matchs. Ouais. Et 20 tirs tentés. Et par contre, ne sont-ils pas un peu trop dépendants en attaque de Duchesne, qui est quand même le leader par excellence de l'attaque de leur Non, club? en attaque, Pas moi, tellement, ils pas ont tellement. quand même pas mal de cartouches. Duchesne, Parenteau, Bon, il a McKinnon, mis O'Reilly, 6 buts, 3 Landeskog, passes en 9 matchs. Hein. Stastny, c'est quand même pas mal tout ça. L'attaque, Ouais, ça n'a jamais été vraiment un problème, ni l'an dernier. C'est la défense qu'il faut revoir. Bah, c'est C'est pas ça mal, mais d'ailleurs est-ce que que l'an dernier, est-ce qu'on prenait McKinnon ou Seth Jones Rouen. en premier choix? Seth Jones qui est le défenseur étoile maintenant, qui a été drafté par Nashville finalement, mais qui avait aussi fait tout son mineur en gros dans la région de Denver, donc qui paraissait l'homme de la situation. Finalement, Roy et son état-major ont décidé de prendre McKinnon. Grand bien leur en face en ce début de saison, mais à voir. Ouais, sur toi la tu durée. crains que ce soit pas un choix payant sur la durée. La quoi. défense, non, mais prendre McKinnon, Seth Jones, McKinnon, en plus, Ouais, souvent, t'as le choix le entre deux défenseur qui est excellents pris en premier choix, ça se casse un peu la gueule pour parler. Ouais, d'ailleurs, ils ont récupéré Eric Johnson qui avait été drafté Ouais. en premier choix pour Saint-Louis. L'année où d'ailleurs il y avait Jonathan Toews cette saison-là, on voit ce que ça donne. Donc, McKinnon en soi, ça peut être qu'un bon choix. Mais...
Mais la défense, il faut vraiment retravailler dessus. Ça durera pas comme ça toute la saison, c'est pas possible. Ou alors Je pense c'est vraiment un miracle. Il faut en revenir à Patrick Roy parce que Exactement. par son charisme, par son Ouais, ça vécu, son galvanise. expérience, il a réussi à insuffler un nouvel élan dans cette équipe, un très bon état d'esprit dans l'équipe. Mhm. Je pense que tous les joueurs croient en lui, croient en son discours. Et beaucoup le décrivent d'ailleurs comme un guide pour ces jeunes joueurs, presque comme un père. Oui, surtout qu'il connaît les jeunes joueurs en plus, puisque pour avoir Ouais, et puis coaché pour ceux aussi qui longtemps, sont, longtemps. pour les plus jeunes ou les moins férus de NHL, faut quand même rappeler que Patrick Roy, c'est 4 Stanley, 2 fois au Colorado, 2 fois à Montréal, Dans la 151 dernière de victoires en Montréal. playoff. Voilà, c'est ça, 151 victoires en playoff, je crois que c'est le record. 3 fois le Vezina, c'est le seul à avoir été élu 3 fois meilleur joueur des playoffs. Donc voilà, on a affaire quand même à un véritable Voilà. monstre sacré de C'est la le NHL, gardien avec un L et un E majuscule, avec peut-être Broder ou Planté avant lui. Titulaire dans la cage des Canadiens à l'âge de 20 ans. Et il a aussi remporté sa Coupe Mémorial avec donc les Remparts de Québec à sa première année, donc l'année recrue. Et personne n'avait réussi à faire mieux depuis Claude Julien, donc l'entraîneur actuel de Luçon. Et c'était en 1997, donc ça date. Hein. Par contre, une autre petite chose sur les gardiens qu'on dit, oui, voilà, on leur a changé leur staff, tout ça. Faut voir aussi qu'ils sont en fin de contrat, donc ça aide un peu aussi forcément à se motiver niveau performance. Ouais, c'est vrai. Surtout Varlamov Mais qui, Varlamov a dit justement qu'ils avaient vraiment bossé sur une nouvelle technique Ouais. dans la cage, quoi. Apparemment, ils ont vraiment Oui. bossé fort cet été là-dessus, quoi. Mais ça peut Bah, aider bon. pour bosser fort, effectivement. Mais de Varlamov, savoir que justement, son qui a contrat, 25 ans, qui arrive en fin de contrat, qui a Mm. été quand même assez discuté ces derniers jours, ces dernières années, Mm. qui s'est révélé à Washington, qui a eu un peu de mal à confirmer. Voilà, là, c'est un peu l'année pour lui. C'est s'il veut toucher son gros contrat, c'est qu'il faut qu'il fasse des performances comme ça le plus possible. C'est une motivation supplémentaire, dirons-nous. Ouais, il y a juste. D'ailleurs, Non, je t'en prie. merci. D'ailleurs, concernant le salary cap, la Pierre-Louis, là, tu ouvres un gros dossier puisque ça va être le gros problème la saison prochaine pour Colorado. Ouais. Même si pour l'instant le salary cap est bien respecté avec 8 millions encore de marge. L'année prochaine, il va falloir renégocier les contrats, donc comme tu disais, de Digger qui a 1,5 million de contrat et Varlamov qui est même pas à 3 millions. Donc les deux, ça risque de faire flamber un peu l'addition. Sans compter bien sûr les autres contrats de Cole Stastny normalement. Digger à son âge, il n'y a pas de risque. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup plus. Il a Il quand même fera le 36 ans. million, il sera content. En tout cas, ça va faire quand même une somme avec Aurélie en plus à négocier. Stastny. Non, O'Reilly, il est déjà. Il a son contrat jusqu'en 2014, donc ça va. Il a signé que 2 ans. Ouais. Et du coup, en tout cas, ça va mettre, ça met la pression sur les joueurs forcément, mais il va falloir renégocier tout ça et ça va faire flamber l'addition. Ouais, notez qu'il y a pas beaucoup de voix discordantes dans ces succès de Patrick Roy. J'aurais quand même trouvé un journaliste de Métro qui lui disait de se méfier parce que justement il était dans les pas de Tremblay, le précédent à avoir signé 6 victoires pour les 6 premiers matchs, et que ce cher Tremblay, il a commencé comme coach, il a pas vraiment bien réussi, il est passé coach adjoint, puis chroniqueur. Et en fait, il a fini par être conduite en état d'ivresse sur la voie publique. Donc, il lui disait de faire très attention à pas tomber dans ce schéma-là et de se discréditer avec son caractère. Moi, je trouvais ça un petit peu ridicule. Enfin, c'est la seule voie discordante que j'ai trouvée véritable. Il y a eu plusieurs commentaires sur son caractère après son inter. Ouais, il a pris quand même $10 000 pour le premier match, notamment. C'était un joli cadeau. C'est rien de bon. Tant qu'il gagne, ça va, mais s'il commence à enchaîner les défaites et qu'il refait une sortie de ce genre à $10 000, ça va plus parler. Et les lunes de miel seront peut-être terminées un peu plus tôt que prévu. Alors juste qu'en junior majeur, il y avait un budget amende pour chaque pour Patrick Roy. Juste tous les trois, alors vous les voyez faire les playoffs au moins. Allez, on va pas aller trop loin. Est-ce que vous les voyez faire les playoffs ou pas? Non, parce que déjà là ils ont rencontré des bonnes équipes comme on le disait au début. Mais c'est des équipes hors de leur division. En gros, en fait, les vrais tests, ce seront quand ils vont rencontrer Saint-Louis et Chicago, qui sont un peu les deux ténors de la division centrale. Où là, ce seront des matchs à 4 points, en gros. Donc là, on en saura vraiment plus. Est-ce que c'est un feu de paille ou une tendance à long terme? Voilà, moyen terme, c'était juste la fin de débat. Juste Philippe, oui, non, tu les vois faire les playoffs? Ça fait 3 saisons qu'ils les font pas au cours des 7 dernières. Ils ont 5 fois raté les playoffs. Moi, je pense qu'avec un bon début de saison, ça va quand même
ça permet quand même de se mettre sur des bons rails. Et vaut mieux faire un très bon début de saison et engranger les points en début de saison que de courir après les points face au Columbus la saison dernière, dans une saison raccourcie. Très bien, impeccable. Petit débat sur le. Bah, on est fiers. C'est un francophone, Patrick Roy. Puis ça nous rappelle des belles années avec Sakic, etc. C'est quand même. Voilà, pour c'est les quand même vieux d'entre nous. Ouais, c'est ça. En l'occurrence pour moi principalement. Donc voilà, il n'y a pas de transition à faire pour le débat numéro 3, puisqu'on va passer là, du coup on revient complètement en France et on va parler de la D1 et notamment de Lyon qui s'est armé particulièrement cette saison pour aller chercher la Magnus. Philippe, Lyon peut-il manquer l'accession en Magnus? C'est aussi simple que ça la question, même après quelques matchs. Ouais, c'est la question qu'on va se poser. Bon, Lyon qui était déjà finaliste l'an dernier face à Brest, qui n'est pas passé loin de la montée de Magnus, qui lorgne depuis tant d'années, depuis qu'ils étaient en D2 avec l'arrivée du président Sébastien Berthet. À Lyon, ils ont connu un petit accrochage pour le tout premier match où ils ont perdu contre Nantes, mais depuis ce match-là, ils n'ont plus connu la défaite. Ils marchent tout simplement sur l'eau, ils ont la meilleure attaque avec 37 buts marqués en 6 matchs. Seulement 10 buts encaissés en 6 matchs, pardon. Meilleure défense, meilleure attaque. Meilleure défense, meilleure attaque. Ils viennent de battre Bordeaux, qui était la seule équipe encore invaincue. Pour son premier match à domicile, Bordeaux d'ailleurs, parce qu'ils avaient eu des problèmes de glace en début de saison. Comme chaque année. Ouais. Donc Lyon qui s'est vraiment renforcé. Et, je pense que cette saison, ce sera vraiment le grand favori pour accéder à la Ligue Magnus de manière tant attendue. Surtout, est-ce qu'il y a un autre club qui veut monter dès cette saison, genre Mulhouse, qui viennent de descendre, Philippe, que tu connais bien, n'est-ce pas? Est-ce que là, la montée, c'est l'objectif majeur de cette saison ou c'est plus sur un plan de 2-3 ans? Je pense que la question sera plus de se poser quand on va jouer en play-off, toutes les équipes jouent pour gagner. Après, il y a des équipes qui ont plus de moyens. Je pense une équipe comme Bordeaux qui peut avoir les dents longues sportivement vu ce qu'elle a montré pour le moment. Après, c'est sûr, comme on a discuté dans la saison dernière, il y a toujours les problèmes de patinoire, les problèmes d'argent pour l'un pour l'autre. Mulhouse, par exemple, aura sa patinoire en fin de saison qui sera fermée pour rénovation pendant quelques mois. Il y a beaucoup de paramètres. Maintenant, une montée en Ligue Magnus, ça se refuse pas. Et... C'est clair. Non, moi, ce que je trouve dommage, c'est sur l'effectif. Mais là, on va revenir à un autre débat sur l'utilisation des joueurs français. C'est que vu leur ultra domination, on pourrait faire un peu plus jouer le troisième trio et les autres Français en général. Je sais pas, comme des défenseurs comme Léo Giraud ou le jeune attaquant, Gapensé, Charlie Cyr, qui voit la glace autant qu'un ours polaire d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est dommage parce qu'ils ultra dominent la ligue, les matchs, tu pourrais les faire un peu plus jouer. Mais le problème, c'est toujours que quand t'as beaucoup d'étrangers et des étrangers que t'as mis en valeur, etc. Surtout un match par semaine. Ouais. Ils sont pas très chauds pour laisser leur place, même pour quelques minutes, en fait. Ouais, surtout quand tu joues un match par semaine. Bon, là, on revient sur des débats plus transversals. Si vous voulez, j'ai quelques autres chiffres sur l'équipe de Lyon. Ouais, parle-nous des meilleurs pointeurs, là, si tu veux nous faire rêver, là. J'ai parlé notamment de cette attaque de feu, donc il y a Miroslav Kristin, qui était déjà au club la saison dernière, très grand habitué des gros débuts de saison, comme il a déjà fait à Bordeaux en Division 1 et l'an dernier. Pour l'instant, il est sur des bases pour dépasser les 80 points cette saison en Division 1. Chose qui est vraiment rarissime, mais c'est arrivé 2 fois du temps de la poule unique de Division 1 et 2 fois c'était un certain Martin Gascon. Ouais. Donc je pense que ça met le couvert. Il est quasi de ce calibre à ton avis? Il a connu déjà la Ligue Magnus, bon, peut-être pas au niveau de Martin Gascon, mais c'est clair qu'actuellement il est en feu. Et comme un Christine peut en cacher un autre, il y a son petit frère qui est dans la cage. Ouais. Moi c'est ça le point d'interrogation, je connais pas du tout. Est-ce que toi C'est le seul gardien qui a signé un blanchissage cette saison en Division 1 et il n'a pas signé un seul, il en a signé 2. Il a pratiquement un but encaissé de moyenne en moins que le deuxième meilleur gardien à ce chapitre. Mais je pense le petit frère Christine a un CV pour être gardien en Ligue Magnus déjà. Ouais, la saison passée, il fait 34 matchs dans la Ligue slovaque avec une stat quand même de 90% de pourcentage d'arrêt. C'est pas mal déjà. À 22 ans, parce qu'il avait 22 ans, donc un gardien c'est quand même assez jeune, donc on peut penser qu'il y a encore une marge de progression. Ça inspire la confiance en tout cas. C'est clair que si Lyon arrivait à monter en Ligue Magnus à l'issue de cette saison, ça serait quand même un gardien important pour la suite et
pour les débuts. Ouais, il pourrait faire une continuité basée. D'ailleurs, on voit Brest qui a pu se baser un peu sur un gros noyau qui fait un bon début de saison. Ça semble indispensable. Donc ça, s'ils arrivent à conserver un noyau pour du long terme. C'est quelque chose qui a manqué à Mulhouse la saison de la dernière. des saisons passées déjà, il me semble. Des gens qui sont quand même au club depuis un certain temps, comme Christine. Comme les Christine. Christine était là l'an dernier, il y a Vikael Tolandry. Ils ont quelques joueurs d'expérience noyau aussi en défense, avec Martin Miliariou par exemple. C'est vrai que globalement, le noyau est resté quand même pas mal le même. Ouais, c'était Après, déjà le favori l'an dernier, mais Lyon, faut pas s'en cacher, même en finale. C'est ça. Enfin, on les voyait plutôt gagner en finale. Mais c'était 2 favoris l'an dernier. Quoi. Là, ils sont déjà un peu plus seuls. Ouais, je sais pas si tu l'as précisé d'ailleurs, Philippe, mais Christine, c'est 19 points en 6 matchs, dont 10 buts. C'est quand même. Pour l'anecdote sur le gardien encore, l'an dernier à Lyon, le gardien c'était Guillaume Richard, qui a, excusez du peu, été désigné meilleur gardien du championnat par les entraîneurs dans l'équipe type qui a été faite par le vote des entraîneurs pour Hockey Archive. Il a quand même été pratiquement mis à la porte pour faire venir un meilleur gardien. Ouais. Donc ça montre les intentions fermes. Les moyens, les ambitions, et puis voilà, c'est clair. Je pense que si Lyon ne montait pas cette saison, ce serait un très très gros échec pour eux. Ouais, c'est une catastrophe. Et il y aurait de grosses questions à se poser. C'est quand même 3000 spectateurs de moyenne aussi, c'est considérable, c'est vraiment... il y a beaucoup d'invitations quand même dans le lot. Ouais, mais bon, c'est quand même un vrai marché de hockey, quoi. C'est bien d'avoir des bâtiments remplis. Ah, mais c'est sûr que niveau potentiel, c'est un des plus gros pour les clubs français. Un des plus gros potentiels. Deuxième affluence de D1, du coup, derrière Bordeaux, 3004, pour l'instant, hein. Après, juste quelques matchs, quoi. Non, après, il y a un précédent qui est intéressant. C'est Brest, la saison 2010-2011. Justement, la saison où ils avaient Martin Gascon, ils avaient notamment Sébastien Gauthier, que vous avez bien connu à Gap. Bien sûr, ouais. Cette saison-là, Brest avait une attaque qui était un tout petit peu plus productive que ce qu'a pour l'instant Lyon. Donc Lyon, pour l'instant, c'est quand même 6 buts de moyenne par match. Brest, cette saison-là, a fini à pratiquement 7,5. Le nombre de buts caissés en moyenne est à peu près le même. Bon, pour l'instant, il y a que 6 matchs qui ont été joués, mais ça donne quand même le vertige un peu. Ça donne le cadre, le contexte. Cette saison-là, Brest, ils ont marché sur l'eau, ils ont tapé tout le monde, et puis ils arrivent en finale, et puis il y a Neuilly qui les a renvoyés à la maison en 2 matchs secs. Donc après il y a aussi toute l'expérience des profs. Voilà, d'ailleurs, en ce sens, l'arrivée de François Dussault, quel est vraiment l'impact sur l'équipe, puisque à la base ils avaient fait venir de Dijon, comment il s'appelle, mince, Daniel Maric. C'est cela, qui a malheureusement eu un AVC, donc qui ne peut répondre aux fonctions. Donc l'an dernier c'était un tandem un peu sur le tard, quoi, du coach du coach physique Jean Chauvin, et du joueur comment il s'appelait, Eric Medeiros, Mirou, il est encore là. C'est lui que je cherchais tout à l'heure pour le noyau. Ouais, donc là niveau coaching, là il y a quand même une plus-value pour cette saison. Non pas Kevin Dussault, mais François. Je pense va quand même et a déjà amené notamment une rigueur défensive. Oui. Maintenant, on l'a vu avec Reims où il avait eu quelques bons effectifs, où il a jamais réussi à dépasser les demi-finales. Cette saison, il va quand même avoir une grosse pression pour non seulement dépasser les demi-finales, et puis il va falloir gagner la finale, parce que sinon, ça signifierait qu'il aurait quand même fait moins bien. Après, le président avait dit l'an dernier de la Magnus d'ici 3 ans. Donc après cette saison, ils vont encore l'an prochain. Donc il n'y a pas tant de pression que ça finalement. Ouais, quand les présidents disent ça, je peux te dire que la deuxième saison, elle est importante. Oui, bien sûr. Il y a un discours de façade, et je pense que Lyon, ça fait quelques années qu'ils aimeraient bien être en Ligue Magnus. Ils ont déjà eu du mal à s'extirper de la division 2, mine de rien. Alors que dès cette période, ils avaient toujours de très bonnes équipes. D'autant plus qu'ils ont le niveau actuel pour jouer en Magnus. Hein, on l'a vu notamment lors des matchs amicaux. Bon, ça compte un peu pour du beurre, mais on l'a vu, n'empêche, avec des grandes victoires contre Chamonix et Morzine. Et en Coupe de France. Et en Coupe de France contre Chamonix, c'était mardi, oui, 6-4. Donc vraiment une attaque prolifique et un gros forecheck aussi, qui a notamment été renforcé grâce à l'aide de 2 joueurs de CIS, donc la Ligue universitaire canadienne, donc un peu connue pour sa rudesse. Beaucoup de joueurs sortent sur CIS malheureusement, et donc ils apportent beaucoup dans le jeu de long de la bande, et notamment que féliciter, c'est Laberge, qui vient d'Acadia University. Donc Laberge, c'est le 2e meilleur pointeur de cette équipe actuellement. 2 buts, 12 assistances, 14 points. Ouais, 12 passes en 6 matchs. Et ensuite, il y a aussi Nicolas Bignac. Donc avec Pierre-Louis, on avait l'occasion de le voir un peu jouer à McGill.
parce que c'est son ancien club. Vraiment un joueur d'impact assez intéressant. Et c'est clair que là, au niveau actuel, notamment avec Aymeric Gillet en défense, c'est vrai qu'il y a vraiment un excellent niveau et on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait arrêter cette équipe. Ouais, il y a aussi, Attention, Aymeric Gillet, je pense, en défense, faut bien citer Mileriou. Gillet, il apporte de l'expérience, mais il apporte aussi beaucoup de pénalités qu'il prend. Ouais. Et notamment des pénalités assez bêtes qui, en play-off, pourraient par exemple coûter cher. ouais, on n'a juste pas parlé en attaque de Martin Bartos, qui est à ne pas confondre avec l'ancien lyonnais Milan Barros. Ouais. Tête de tueur d'ailleurs, Côté du Martin football. Bartos. Il Un a, joueur il- qui a Ouais, j'irais pas me joué frotter à beaucoup lui. ces dernières saisons. 8 assists pour l'instant, 11 points pour lui. Donc, mais de toute façon, il trust, c'est impressionnant au niveau offensif. On ne voit que du Lyonnais en tête du classement. D'ailleurs, pour l'anecdote, Martin Bartos, il a joué avec l'équipe tchèque U16, l'équipe nationale avec Jakub Voracek, et en U17, il a joué avec le gardien actuel de Winnipeg, Ondrej Pavelec. Voilà, donc c'était l'anecdote. D'accord. Ouais, c'est Un certain potentiel. belle petite Ouais, c'est anecdote. Ouais. Non, mais puis en infériorité, ils sont déjà très forts. Hein. Ils ont pris qu'un seul but, ils en ont marqué un, donc ils sont à 0 en infériorité. Donc c'est quand même. Lyon, c'est vraiment une équipe qui punit, je pense, à la moindre erreur. Ouais. Ils provoquent les erreurs, provoquent des revirements, et après, ils n'ont pas besoin de 36 occasions. Quand on leur fait des cadeaux, ils les prennent les bras ouverts. Non, si tout se passe bien dans le groupe, après c'est vraiment de la gestion humaine à mon avis. À ce stade-là, c'est Ouais, vraiment tant de que ça voilà. gagne. Il... Tant qu'on Ouais, gagne, ouais, ça mais va bon. toujours bien. Hein. Bah oui, c'est des répartitions de temps de jeu, c'est la si humainement le coach Dussault arrive à bien gérer tout ça et à vraiment garder ses joueurs tous tournés vers le même objectif collectif, il y a de grandes chances qu'on les retrouve au moins en finale. Et mais il y aura quand même une petite période décisive. Là, ils vont recevoir Montpellier, donc Montpellier cette année, c'est quand même pas très très effrayant pour Lyon à mon avis. Mais après, ils vont à Anglet, ils reçoivent Reims, ils vont à Nice, ça va être intéressant de les voir sur ces 3 matchs-là. Un sacré triptyque. Ouais, ça va être très intéressant de les voir sur ces matchs-là. À mon avis, s'ils sortent de ça avec 3 grosses victoires, ils auront déjà mis un gros coup à la D1, hein, pour du moins pour la partie championnat. Finalement, le plus grand adversaire de Lyon, c'est Lyon lui-même, Sans doute, ouais. puisque si les joueurs sont capables de se maîtriser, de pas faire trop de pénalités inutiles, et évite de se poser des questions aussi, y a rien qui peut les arrêter. Après, c'est vrai qu'il y a une période de doute, là, ça va être difficile à gérer. Et puis le statut de favori aussi est difficile à gérer. En soi, on l'a vu plusieurs années, un Gap notamment face à Tours et Neuilly-sur-Marne, le Gap a eu du mal en bien aussi. Bon, on C'est n'était vrai pas que, favori face à Tours. bah, on avait quand même contre Neuilly-sur-Marne, on était favori de sûr. Oui, contre Neuilly-sur-Marne, oui, mais Tours, non, on n'était pas du tout favori. Tours, on était en tout cas On était grandissime outsider, outsider. on a perdu. Ouais. Tours, c'est tout. On avait déjà été premier de la saison régulière. D'ailleurs. Non, parce que le seul match que Tours perd cette saison-là, c'était contre Gap à Gap, mais on va pas refaire ça. C'était il y a longtemps déjà. Mais non, nous, c'était Tours l'ultra favori avec des étrangers là aussi, beaucoup d'étrangers. C'est un peu la clé de la réussite au final. Les étrangers. Court Ouais. terme en tout cas. Mais donc du coup, ça demande un meneur d'hommes. Voilà, moi, je connais pas personnellement. Dussault, ouais. Voilà, Bah, Dussault, Dussault, mais- je crois qu'il a une réputation quand même assez contrastée, il me semble. C'est un entraîneur que je pense qui est très exigeant et Ouais. c'est sûr qu'avec certains joueurs ça peut éventuellement mal passer à un moment donné. C'est sans doute déjà arrivé par le passé. Faut savoir qu'il c'est pas un grand anglophone non plus. Il y a quand même un certain nombre de joueurs non francophones dans l'équipe. C'est des paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'il faut avoir des relais dans le vestiaire. Voilà, il faut très vite. C'est vraiment crucial. On le dit, on le répète, mais en hockey sur glace, d'avoir toute son équipe dans la poche et de voilà quoi, de créer cette magie un peu qui fait que sur la glace, c'est pas juste des ouvriers qui vont faire leur travail, mais c'est un peu plus que ça quoi. Et je pense qu'ils auront à un moment ou à un autre en face d'eux une équipe qui en voudra énormément et que voilà, s'ils ont pas du répondant à ce moment-là, ils pourront pas monter forcément. Ils auront ce cap-là à passer. Ils l'ont montré contre Nantes d'ailleurs, hein. C'était le match un peu auquel tu fais référence au final, parce que Nantes ils sont allés un peu fleur au fusil à Nantes. Ouais, et ils se sont fait l'effectif n'était pas surprendre. encore au complet aussi. Lyon était largement Ouais, non, mais amputé en défense. Ouais. ils Notamment. pensaient pas avoir une équipe de Nantes à ce niveau-là aussi. Qu'on soit Et clair, Nantes hein. qui est l'équipe surprise de ce début de championnat, il faut le Claire. dire. Absolument. Ouais. C'est ce Premier du mais championnat. ça ce sont des mécanismes qui fonctionnent régulièrement. Le fait de monter, d'avoir une dynamique, de rajouter des bonnes recrues par-dessus, ça fonctionne souvent. Après, c'est dans la durée qu'on va voir s'ils sont capables d'entretenir cette folie un petit peu dans le temps, quoi. Ce sera très intéressant. C'est aussi un marché assez intéressant, Nantes, sauf qu'ils ont une patinoire qui est assez petite finalement, et Ouais, 1000 places quoi. qui les limite, quoi, qui les limite beaucoup. Donc, Un autre club ambitieux. Par contre, quand on parlait de relais dans le vestiaire, justement, ça peut être le rôle de Christine, le grand frère,
si Dussault a Christine dans la poche. Et attention devrait à le Bordeaux faire, aussi. Bordeaux qui a pas joué beaucoup sur sa glace, qui avait 3 défenseurs majeurs blessés. Donc c'est pareil, hein. Peut-être qu'un Bordeaux au complet contre un Lyon qui serait amputé de quelques joueurs. Une saison, c'est plein aussi d'interrogations de ce type. Donc compte tenu des circonstances, le début de saison de Bordeaux est tout simplement exceptionnel, extraordinaire même. Ils ont juste failli se faire sortir de la coupe par tour. Magnifique match auquel j'ai assisté d'ailleurs. Et c'était voilà, c'était un grand match. Je suis pas sûr qu'ils aient fait le match de leur saison, mais c'est toujours difficile de jouer des équipes de calibre inférieur comme ça sur sa glace pour un tour de coupe. Non, c'était pas Ilonen, c'était Gasnier. Et c'était Gasnier, qui a fait un gros match d'ailleurs. Un bon match, ouais. Ouais, ça porte aussi Bordeaux qui dispose de 2 gardiens vraiment solides. Voilà, sur la sirène exactement. T'as bien raison, Philippe. Ils ont, à mon avis, ça peut être quand même un gros point fort pour eux aussi. Hein. Je sais pas, vous connaissez le gardien numéro 2 du côté de Lyon, Non, c'est un jeune plus faible. C'est un jeune ouais, joueur. ils ont choisi en gros de pas avoir de gardien, enfin de 1 bis quoi. C'est vraiment bah, c'est souvent bien défini, le pari fait en France. Mm. Gros numéro 1 et un jeune après. Très bien, impeccable. Merci à vous. En tout cas, c'était à vous trois, c'était super sympa. On vous donne tous rendez-vous pour la prochaine. On va se caler dans les jours prochains avec l'équipe pour vous proposer ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nous faire coucou sur la page Facebook et puis sur le compte Twitter. On est à votre disposition et puis pour échanger tout ça. Merci à vous tous les gars et puis à la prochaine. Et parlez de Ça vous, marche. parlez de nous autour de vous. Ouais, Comme dirait important. Jean-Jacques. Et dites Salut à tous. Salut. Merci et salut. Salut.